L'islam retourne au tremblement de terre géopolitique invisible sous l'île d'Émeraude. Permettez-moi de vous ramener au 14 mars 2024, un jour qui, à première vue, semblait banal. L'Irish Times a publié un petit article enfoui à la page « Le nombre d'Irlandais convertis à l'islam augmente pour la 3e année consécutive ». Quelques centaines de mots, une mention passagère de curiosité culturelle, un clin d'œil au multiculturalisme croissant de l'Irlande. Le gouvernement, sur son ton habituel et mesuré, a attribué cette tendance à une immigration accrue et au dialogue interreligieux. Les médias sont passés à autre chose. Une autre journée d'information au ralenti à Dublin. Mais j'étudie cela depuis des décennies et laissez-moi vous dire que ce qui s'est passé ce jour-là n'était pas une note de bas de page. Ce fut le premier tremblement d'un changement géopolitique si profond que, si vous n'y prêtez pas attention, vous le manquerez complètement. Et lorsque vous réaliserez ce qui se passe, il sera trop tard pour poser les bonnes questions. J'ai passé ma carrière à suivre les mouvements discrets de la foi, du pouvoir et de l'identité, comment ils se croisent, comment ils entrent en collision et comment, lorsqu'ils se produisent, les empires tremblent. Ce qui se passe actuellement en Irlande n'est pas seulement une question de religion. Il s'agit du démantèlement d'un ordre vieux de 500 ans, du rééquilibrage de l'influence mondiale et du premier véritable défi lancé à l'hégémonie occidentale depuis la chute de l'Union soviétique. Et les Irlandais ? Ils sont au centre, qu'ils le sachent ou non. Commençons donc par l'histoire officielle, celle qu'ils veulent vous faire croire. L'officiel, une tendance culturelle inoffensive selon l'Office central irlandais des statistiques, le nombre de personnes s'identifiant comme musulmanes en Irlande a augmenté de 32% depuis 2016, les convertis représentant environ 15 à 20% de cette augmentation. La ligne du gouvernement est que l'Irlande devient plus diversifiée. De plus en plus d'immigrants en provenance de pays à majorité musulmane, Pakistan, Syrie, Somalie s'installent à Dublin, Cork et Limerick. Certains Irlandais, par curiosité ou par mariage interreligieux, se convertissent. Les médias le présentent comme un sous-produit naturel de la mondialisation. Quelques histoires d'intérêt humain ici et là, une Irlandaise qui a trouvé la paix dans le Coran après un divorce, un ancien prêtre qui a embrassé l'islam après avoir étudié les religions comparées. Inoffensif. Bénin. Même progressif. La Commission européenne, dans son rapport de 2023 sur les tendances religieuses, a déclaré « La population musulmane croissante de l'Irlande reflète les politiques d'intégration réussies du pays et son engagement en faveur du multiculturalisme. » Le gouvernement irlandais, toujours désireux de prendre ses distances par rapport aux réactions négatives de l'extrême droite sur le continent, s'est penché sur ce récit. Le Taoiseach Simon Harris, dans un discours de 2024, l'a qualifié de « témoignage de la société irlandaise ouverte et inclusive ». Mais voici le problème, c'est qu'il est incomplet. Pire encore, c'est délibérément trompeur. Parce que les données ne soutiennent pas l'histoire qu'ils vendent. Déconstruire ce qui se passe réellement en Irlande ? Commençons par les chiffres. Le CSO fait état de 83 000 musulmans en Irlande en 2023. Cela représente environ 1,6% de la population, un chiffre faible mais en croissance. Mais voici ce qu'ils ne disent pas, le taux de conversion parmi les Irlandais de souche s'accélère à un rythme qui dépasse la croissance tirée par l'immigration. Entre 2018 et 2023, le nombre de musulmans nés en Irlande a doublé. Il ne s'agit pas seulement de quelques âmes curieuses. C'est un mouvement. Et cela ne se produit pas dans le vide. J'ai parlé aux imams de Dublin, Cork et Galway. J'ai examiné les rapports internes des centres culturels islamiques. Et ce qu'ils révèlent est un modèle qui ne correspond pas au récit du multiculturalisme. La majorité des convertis irlandais ne sont pas, comme le suggèrent les médias, des jeunes mécontents ou des chercheurs spirituels. Il s'agit, de manière disproportionnée, d'anciens catholiques dans la trentaine ou la quarantaine, des gens qui ont grandi dans l'ombre des scandales d'abus au sein de l'Église, qui ont vu leur pays se séculariser à une vitesse vertigineuse et qui recherchent désormais quelque chose de plus. Quelque chose de significatif. Et l'islam, avec son cadre moral clair, sa résistance à l'individualisme occidental et son influence mondiale croissante, comble ce vide. Mais c'est ici que cela devient intéressant. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de foi. C'est une question de pouvoir. L'Irlande est une superpuissance de soft power. Un pays neutre dans un monde de blocs.
Un paradis fiscal pour les géants américains de la tech. Un pont diplomatique entre l'Europe et le Sud. Et à l'heure actuelle, tous les acteurs majeurs de la scène géopolitique Washington, Moscou, Pékin, Riyad, Ankara se disputent l'influence à Dublin. Parce que quiconque contrôle le récit culturel et religieux de l'Irlande contrôle un nœud critique de la nouvelle guerre froide. Et l'islam ? L'islam est le coin. Laissez-moi vous parler des réunions non divulguées. En 2022, une délégation du Diyanet turc, la direction des affaires religieuses du pays, s'est rendue à Dublin pour un « dialogue interreligieux ». Officiellement, il s'agissait de promouvoir un islam modéré. Officieusement, c'était une question de financement. Le Diyanet a investi des millions dans les mosquées, les écoles islamiques et les centres culturels irlandais. Pourquoi ? Parce que la Turquie considère l'Irlande comme une porte d'entrée vers l'Europe, un moyen d'étendre son influence à l'Ouest sans déclencher les mêmes réactions négatives qu'en Allemagne ou en France. Ensuite, il y a l'Arabie Saoudite. Le Royaume finance discrètement des programmes d'études islamiques au Trinity College et à l'University College de Dublin. Pas ouvertement, pas de gros chèques avec le « wahhabisme » estampillé dessus. Mais à travers des « bourses », des « échanges culturels » et des « subventions de recherche. Le but ? Façonner la prochaine génération de dirigeants musulmans irlandais d'une manière qui s'aligne sur la vision de l'islam de Riyad. Et la Chine ? Oh, Pékin joue le jeu sur le long terme. L'ambassade de Chine à Dublin organise des événements de diplomatie culturelle avec les communautés musulmanes irlandaises. Il propose des liens commerciaux, des investissements et même des programmes linguistiques. Pourquoi ? Parce que la Chine considère l'Irlande comme un allié potentiel dans sa campagne visant à redéfinir l'islam mondial pour se présenter comme un « ami » des musulmans d'une manière qui sape les récits occidentaux sur le Xinjiang. Mais le joueur le plus fascinant ? Russie. En 2023, les médias d'État russes RT, Sputnik ont commencé à publier des articles sur le « réveil islamique » de l'Irlande. Pas de manière négative. De manière solidaire. Ils l'ont présenté comme une Irlande se libérant de l'impérialisme culturel américain. Ils ont mis en lumière les convertis irlandais qui se sont prononcés contre l'OTAN et contre l'intervention occidentale au Moyen-Orient. Et ils ont tout fait en gaélique irlandais, une langue avec laquelle Moscou ne s'est jamais soucié auparavant. Ce n'est pas un accident. C'est une stratégie. Parce que la Russie, comme la Turquie, comme la Chine, considère l'Irlande comme un maillon faible de l'Alliance occidentale. Un pays qui, s'il est poussé dans la bonne direction, pourrait devenir un cheval de Troie en Europe. Et les Irlandais ? Ils sont pris au milieu. La géopolitique. Pourquoi l'Irlande compte plus que vous ne le pensez? Sortons un instant. Parce que ce qui se passe en Irlande ne concerne pas seulement l'Irlande. Il s'agit de l'ensemble de l'ordre mondial. Nous vivons au crépuscule de l'unipolarité américaine. Les États-Unis restent la puissance dominante du monde, mais leur emprise s'amenuise. La Chine est en hausse. La Russie est en pleine résurgence. Le Sud global s'affirme. Et dans ce nouveau monde multipolaire, le soft power est la nouvelle monnaie d'influence. L'Irlande constitue un parfait exemple de la manière dont cela se déroule. Pour les États-Unis, l'Irlande est un allié essentiel. Un partenaire de l'OTAN. Une plaque tournante pour la technologie et les produits pharmaceutiques américains arrive. Un pays qui, malgré sa neutralité, autorise depuis des décennies les vols militaires américains à se ravitailler à l'aéroport de Shannon. Washington considère l'Irlande comme un État européen loyal, sur lequel on peut compter pour soutenir les sanctions contre la Russie, héberger les centres de données américains et s'aligner sur la politique étrangère américaine. Mais voilà, l'Irlande n'est pas loyale. Pas comme le souhaite Washington. L'Irlande a une longue histoire de neutralité. Elle est restée en dehors des deux guerres mondiales. Il a résisté à l'adhésion à l'OTAN. Il a vivement critiqué la politique étrangère américaine, du Vietnam à l'Irak en passant par Gaza. Et aujourd'hui, avec la montée de l'islam irlandais, Washington compte une population musulmane croissante, de plus en plus critique à l'égard des actions américaines au Moyen-Orient. C'est là que le jeu géopolitique devient dangereux. Les États-Unis ont deux options. La première est de l'ignorer. Traiter l'islam irlandais comme une question intérieure et non stratégique.
Mais c'est naïf. Parce que si la population musulmane d'Irlande continue de croître et si elle continue d'être influencée par la Turquie, l'Arabie Saoudite ou même la Russie, elle pourrait devenir une force politique qui éloigne Dublin de Washington. La deuxième option ? Pour le contrer. Financer des groupes islamiques, modérés. Promouvoir une version de l'islam, favorable à l'Occident. Utiliser le secteur technologique irlandais où les pays américains dominent comme levier. Mais c'est risqué. Car si le public irlandais découvre que les États-Unis s'immiscent dans leurs affaires religieuses, cela pourrait se retourner contre eux de façon spectaculaire. Parlons maintenant des autres joueurs. La Turquie considère l'Irlande comme un moyen d'étendre son influence en Europe. Le gouvernement d'Erdogan finance des mosquées, des écoles islamiques et des centres culturels à travers le continent. L'Irlande est une cible facile, pas de réaction de l'extrême droite, pas d'antécédents d'islamophobie, un gouvernement qui accueille favorablement les investissements étrangers. Si la Turquie parvient à façonner l'islam irlandais, elle prendra pied dans l'UE. L'Arabie Saoudite dispose d'une solution différente pour contrer l'influence iranienne. Riyad finance les institutions islamiques sunnites en Europe depuis des décennies, mais elle s'est montrée prudente en Irlande jusqu'à présent. Avec la montée des Irlandais convertis, l'Arabie Saoudite voit une opportunité de promouvoir sa version de l'islam dans un pays qui n'a aucun bagage historique avec le royaume. La Chine joue le jeu à long terme. Pékin ne se soucie pas de la théologie. Il se soucie de l'influence. En tissant des liens avec les communautés musulmanes irlandaises, la Chine se positionne comme un « ami » des musulmans d'Occident pour contrer les critiques américaines et européennes sur son traitement des musulmans ouïghours. Et si la population musulmane d'Irlande devient suffisamment nombreuse pour devenir un bloc politique, la Chine pourrait l'utiliser comme levier dans les futures négociations avec Dublin. La Russie est le joker. Moscou ne dispose pas des mêmes ressources financières que la Turquie ou l'Arabie Saoudite, mais elle dispose de propagande. Et à l'heure actuelle, les médias d'État russes présentent l'islam irlandais comme un rejet des valeurs occidentales, un récit qui trouve un écho auprès des catholiques irlandais mécontents. Si la Russie parvient à transformer les musulmans irlandais en un bloc anti-OTAN et anti-UE, elle pourrait déstabiliser l'alignement de la politique étrangère de l'Irlande. C'est la nouvelle guerre froide. Non pas avec des chars et des missiles, mais avec des mosquées, de l'argent et des médias. Et l'Irlande est le champ de bataille. Militaire et stratégique. Pourquoi cela pourrait devenir moche? Parlons maintenant de l'aspect militaire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de guerre culturelle, mais aussi d'une question de hard power. L'Irlande est neutre, mais elle n'est pas isolée. L'aéroport de Shannon est une escale de ravitaillement clé pour les vols militaires américains depuis le 11 septembre. Le gouvernement irlandais a autorisé plus de 2,5 millions de soldats américains à passer par Shannon pour se rendre en Irak et en Afghanistan. Cela a fait de l'Irlande une cible non seulement pour les terroristes, mais aussi pour ses rivaux géopolitiques. La Russie a déjà testé la neutralité de l'Irlande. En 2022, des navires de guerre russes ont mené des « exercices » au large des côtes irlandaises, à seulement 150 milles de Cork. L'armée irlandaise a dépêché des avions en réponse. C'était un message, l'Irlande n'est pas intouchable. Imaginez maintenant si la population musulmane d'Irlande devenait suffisamment nombreuse pour devenir une force politique. Imaginez si cette force poussait Dublin à mettre fin à l'accès militaire américain à Shannon. Imaginez si l'Irlande, sous la pression de ses électeurs musulmans, reconnaissait la Palestine, rompait ses liens avec Israël, ou même quittait la politique de défense commune de l'UE. C'est un scénario cauchemardesque pour Washington. Et ce n'est pas seulement hypothétique. En 2023, un sondage a révélé que 42% des musulmans irlandais pensent que l'Irlande ne devrait pas autoriser les vols militaires américains via Shannon. Ce nombre ne fera qu'augmenter. Parlons maintenant de l'escalade. Si les États-Unis estiment que l'Irlande s'éloigne de leur sphère d'influence, ils ont plusieurs options. Elle pourrait faire pression sur Dublin par le biais de sanctions économiques, par l'intermédiaire de l'OTAN, par l'intermédiaire de ses partenaires technologiques. Cela pourrait financer des groupes d'opposition. Il pourrait divulguer des informations préjudiciables sur des hommes politiques irlandais ayant des liens avec des groupes islamiques étrangers. Mais voilà, les États-Unis ont une longue histoire de dépassement de soi. Regardez l'Irak. Regardez la Libye.
Regardez l'Afghanistan. Lorsque l'Amérique tente de façonner la politique intérieure d'un pays, cela ne fait souvent qu'empirer les choses. Et l'Irlande? L'Irlande n'est pas l'Irak. C'est une nation souveraine avec un fort sentiment d'identité. Si les États-Unis poussent trop fort, cela pourrait déclencher une réaction violente, non seulement de la part des musulmans irlandais, mais aussi de la part du public irlandais dans son ensemble. C'est sur cette corde raide que Washington marche. Et pour l'instant, il ne fait pas un très bon travail. La politique intérieure, à qui profite-t-on? Ramenons cela à la maison. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de géopolitique, c'est de politique. L'Irlande est au milieu d'un réalignement politique. Les vieux partis Fianna Fáil, Fine Gael, Labour perdent du terrain. Le Sinn Féin est en pleine ascension. Les Verts gagnent en influence. Et l'extrême droite? C'est encore petit, mais ça grandit. Imaginez maintenant si la population musulmane d'Irlande devenait un bloc électoral. Imaginez si les mosquées financées par la Turquie commençaient à soutenir les candidats. Imaginez si l'Arabie saoudite commençait à financer des campagnes politiques. Imaginez si la propagande russe transformait les musulmans irlandais en une force pro-palestinienne et anti-OTAN. C'est une mine d'or pour les agents politiques. Le Sinn Féin, historiquement pro-palestinien, pourrait courtiser le vote musulman. Les Verts, partisans du multiculturalisme, pourraient faire de même. Même le Fine Gael, traditionnellement pro-américain, pourrait changer de position pour éviter de s'aliéner une population croissante. Mais si les musulmans irlandais devenaient une force polarisante, cela pourrait alimenter l'extrême droite. Nous l'avons vu en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Lorsqu'un groupe minoritaire devient politiquement actif, les réactions négatives peuvent être brutales. Et l'Irlande? L'Irlande n'est pas à l'abri. En 2023, un groupe d'extrême droite appelé National Party a organisé une manifestation devant une mosquée de Dublin. C'était petit, seulement quelques dizaines de personnes, mais c'était un avertissement. Si l'islam irlandais continue de croître, l'extrême droite en fera une arme. Ils y verront une menace pour l'identité irlandaise. Ils exigeront une répression de l'influence étrangère. Ils feront pression pour interdire les hijabs, la viande halal et les écoles islamiques. Et le gouvernement? Il sera pris au milieu. Parce que d'un côté, vous aurez les multiculturalistes et les libéraux, les progressistes, les mondialistes qui voient l'islam irlandais comme un signe de progrès. De l'autre côté, vous aurez les nativistes et les nationalistes, les conservateurs, l'extrême droite qui y voit une menace. Et au milieu? Le peuple irlandais, qui veut juste vivre en paix. C'est ainsi que les démocraties se fracturent. Pas avec fracas, mais avec un murmure. Scénario: que se passe-t-il ensuite? Alors, où est-ce que ça va? Passons en revue les possibilités. Scénario 1, l'atterrissage en douceur. Dans ce scénario, la population musulmane d'Irlande continue de croître, mais son intégration se fait en douceur. Le gouvernement finance les écoles islamiques, promeut le dialogue interreligieux et veille à ce que l'islam irlandais reste modéré. La Turquie et l'Arabie saoudite se disputent l'influence, mais aucune des deux ne gagne trop de terrain. Les États-Unis maintiennent leur accès militaire à Shannon, mais avec des restrictions. L'Irlande reste neutre, mais pro-occidentale. L'extrême droite reste marginale. Tout le monde gagne. Mais voilà, ce scénario nécessite une gestion parfaite. Et en géopolitique, une gestion parfaite est un mythe. Scénario 2, le grand dénouement. C'est le résultat le plus probable. La population musulmane de l'Irlande atteindra 5 à 7% de la population d'ici 2035. Elle deviendra une force politique. Les mosquées financées par la Turquie et l'Arabie saoudite commencent à soutenir les candidats. Les États-Unis ripostent en finançant des groupes islamiques modérés. La Russie amplifie le sentiment anti-occidental. L'extrême droite gagne du terrain. La politique étrangère de l'Irlande évolue, moins pro-américaine, plus pro-palestinienne, plus critique à l'égard de l'OTAN. Les États-Unis ripostent par des pressions économiques. Le secteur technologique irlandais en prend un coup. Le gouvernement est obligé de se ranger du côté des États-Unis ou de ses électeurs musulmans. C'est là que les choses se compliquent. Scénario 3, la balkanisation de l'Irlande.
Le pire des cas. La population musulmane d'Irlande croît trop vite. L'extrême droite explose. De violents affrontements éclatent entre nativistes et musulmans. Le gouvernement prend des mesures sévères, interdisant le financement étranger des mosquées, limitant l'immigration et expulsant même les imams radicaux. Les États-Unis interviennent et font pression sur l'Irlande pour qu'elle s'aligne sur l'OTAN. La Russie et la Chine exploitent le chaos en finançant des groupes d'opposition. L'Irlande devient une guerre par procuration, non pas avec des armes, mais avec des idées. C'est le scénario qui m'empêche de dormir la nuit. Parce qu'une fois qu'un pays commence à se diviser selon des critères religieux, il est très difficile de le reconstruire. Grande stratégie: la mort de l'hégémonie libérale, prenons du recul. Parce que ce qui se passe en Irlande ne concerne pas seulement l'Irlande. Il s'agit du déclin de la puissance américaine. Au cours des 30 dernières années, les États-Unis ont poursuivi une stratégie d'hégémonie libérale, l'idée selon laquelle l'Amérique peut et doit façonner le monde à son image. Démocratie. Marché libre. Droits de l'homme. La fin de l'histoire. Mais voilà, le monde ne veut pas être façonné à l'image de l'Amérique. L'Irlande en est un parfait exemple. C'est un pays occidental. Une démocratie. Un allié des États-Unis. Et pourtant, même ici, les gens rejettent la domination culturelle américaine. Ils embrassent l'islam. Ils remettent en question l'OTAN. Ils se tournent vers la Turquie, l'Arabie Saoudite et même la Russie pour trouver des alternatives. C'est le résultat inévitable de l'hégémonie libérale. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de l'Irlande, il s'agit également de l'effondrement de tout l'ordre de l'après-guerre froide. Les États-Unis ont passé des décennies à construire un système mondial dans lequel le libéralisme occidental était la valeur par défaut, où l'OTAN était le garant incontesté de la sécurité et où la domination culturelle et économique américaine était considérée comme une loi naturelle. Mais ce système a toujours été plus fragile qu'il n'y paraissait. Et l'Irlande n'est qu'une des fissures dans les fondations. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important en termes militaires. Le Pentagone a longtemps traité l'Europe comme un monolithe, un groupe d'alliés obéissants qui suivrait l'exemple de Washington surtout, depuis les sanctions contre la Russie jusqu'au confinement de la Chine. Mais que se passe-t-il lorsqu'un de ces alliés commence à dériver ? Que se passera-t-il lorsque l'Irlande, un pays qui s'est historiquement imposé dans la diplomatie mondiale, commence à remettre en question le rôle de l'OTAN au Moyen-Orient ? Que se passera-t-il lorsque Dublin commencera à voter contre les intérêts américains à l'ONU, ou lorsque les ports irlandais deviendront moins accessibles aux navires militaires américains en raison de pressions politiques intérieures ? Voilà qui est mal à l'aise, l'armée américaine n'a pas de bonne réponse à cette question. La structure entière de l'OTAN repose sur l'hypothèse d'un alignement idéologique. Lorsque cet alignement se brise, l'alliance se brise avec lui. Nous l'avons vu en Turquie, où le pivotement de Recep Tayyip Erdogan vers la Russie et son adhésion à l'islam politique ont contraint les États-Unis à recalibrer l'ensemble de leur stratégie au Moyen-Orient. Imaginez maintenant que la dynamique qui se joue dans un pays qui n'est pas seulement membre de l'OTAN mais aussi une ancienne colonie britannique ayant des liens historiques profonds avec les États-Unis. L'Irlande n'est pas la Turquie, elle n'a pas le même levier géostratégique mais le principe est le même. Lorsqu'une démocratie occidentale commence à chercher son inspiration vers l'Est, l'ensemble de l'architecture de sécurité transatlantique commence à paraître un peu moins stable. Et il ne s'agit pas seulement de l'Irlande. Les mêmes forces sont à l'œuvre dans toute l'Europe. Regardez la France, où le Rassemblement national de Marine Le Pen a adouci sa rhétorique anti-islam pour tenter de courtiser les électeurs musulmans conservateurs. Regardez l'Allemagne, où l'Alternative für Deutschland est désormais le deuxième parti le plus populaire dans certains États, et où les communautés turco-allemandes s'affirment de plus en plus dans la politique locale. Regardez le Royaume-Uni, où l'évolution du Parti travailliste vers une position plus pro-palestinienne est directement liée à sa nécessité de reconquérir les électeurs musulmans dans des villes comme Birmingham et Bradford. Les États-Unis ont passé des décennies à traiter l'Europe comme un client, mais l'Europe recommence à se comporter comme un ensemble d'États souverains et c'est un problème pour Washington. Parlons maintenant de la Russie. Le Kremlin a observé ce déroulement avec un mélange de joie et d'opportunisme. Depuis des années, Poutine défend le discours selon lequel l'Occident est en déclin, que la démocratie libérale est une expérience ratée et que les valeurs traditionnelles religion,
nationalisme, anti-américanisme sont l'avenir. Et que se passe-t-il en Irlande? C'est exactement une étude de cas dans ce domaine. Un pays occidental, autrefois bastion du conservatisme catholique, connaît aujourd'hui une résurgence de l'islam, une religion qui, dans sa forme politique, est fondamentalement en contradiction avec le libéralisme laïque que les États-Unis ont tenté d'exporter. Moscou n'a même pas besoin de faire grand-chose. Il suffit d'amplifier les tensions existantes. Un article de RT bien placé ici, une ferme de trolls attisant le sentiment anti-OTAN là-bas, et tout à coup, la communauté musulmane d'Irlande est présentée comme une cinquième colonne par l'extrême droite, et l'extrême droite est présentée comme une menace fasciste par la gauche. Le résultat? Un pays qui était autrefois un allié stable des États-Unis est désormais un champ de bataille politique. Et puis il y a la Chine. Pékin a discrètement étendu son influence en Europe grâce à son levier économique, en rachetant des ports, en investissant dans des infrastructures critiques et en formant des élites politiques. L'Irlande, avec son secteur technologique en plein essor et son statut de plaque tournante européenne pour les multinationales américaines, est une cible de choix. Les Chinois ne sont pas stupides. Ils savent que s'ils parviennent à amener l'Irlande à couvrir ses paris, s'ils parviennent à convaincre Dublin d'adopter une position plus neutre à l'égard de Taïwan ou de résister à la pression américaine visant à interdire Huawei de ses réseaux 5G, alors ils ne feront que creuser un fossé dans l'alliance transatlantique. Et si la communauté musulmane d'Irlande devient une force politique, cela donnera à Pékin un autre levier sur lequel agir. Imaginez un scénario dans lequel les médias d'État chinois commenceraient à mettre en avant les frappes de drones américains dans des pays à majorité musulmane, ou dans lequel Pékin proposerait de financer des écoles islamiques en Irlande en échange de faveurs politiques. Ce n'est pas exagéré. Cela se produit déjà dans d'autres parties du monde. Voici que les États-Unis n'ont pas de bon manuel pour cela. L'ancienne stratégie jeter de l'argent sur le problème, financer des groupes modérés, faire pression sur les alliés pour qu'ils se conforment ne fonctionne plus. Le monde musulman n'est plus un monolithe. La Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Qatar, ils jouent tous à leur propre jeu et ils sont tous heureux d'exploiter les divisions occidentales. Les États-Unis ne peuvent pas simplement choisir un camp et s'attendre à ce que tout le monde s'aligne. Et quand il essaie, il finit par paraître faible. Regardez ce qui s'est passé en Syrie. Les États-Unis ont soutenu les Kurdes, la Turquie a soutenu les rebelles, les Saoudiens ont financé les djihadistes et la Russie est intervenue et a nettoyé le désordre. Le résultat? Une région fracturée, une Amérique humiliée et une Russie plus forte. Appliquez maintenant la même dynamique à l'Irlande. Les États-Unis tentent de financer des groupes islamiques, modérés, pour contrer l'influence des mosquées turques et saoudiennes. L'extrême droite accuse le gouvernement de se vendre aux islamistes. La gauche accuse le gouvernement d'être une marionnette des États-Unis. La communauté musulmane est divisée selon des clivages sectaires, sunnites contre chiites, turcs contre saoudiens, modérés contre radicaux. Et au milieu de tout cela, la Russie et la Chine restent les bras croisés, regardant le chaos se dérouler et attendant le moment d'intervenir. C'est la nouvelle normalité. L'ère de l'unipolarité américaine est révolue. Le monde se fragmente en blocs concurrents, et chaque pays, même les plus petits et apparemment stables comme l'Irlande, est contraint de choisir son camp. La question n'est plus de savoir si l'Irlande restera un allié des États-Unis. La question est de savoir combien il en coûtera aux États-Unis pour les maintenir dans le giron. Et la réponse, je suppose, est plus que ce que Washington est prêt à payer. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le paysage politique intérieur irlandais est déjà préparé à ce type de fragmentation et que l'establishment n'y est absolument pas préparé. L'État irlandais a passé des décennies à cultiver une image de médiateur post-colonial neutre, de pont entre l'Europe et l'anglosphère. Mais la neutralité ne fonctionne que lorsque vous n'êtes pas sur le champ de bataille. Et en ce moment, c'est exactement ce que devient l'Irlande. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. L'approche du gouvernement irlandais à l'égard de l'islam a été, au mieux, réactive, au pire, dangereusement naïve. Prenez la crise des réfugiés de 2015. L'Irlande, sous la pression de l'UE et ses propres impulsions humanitaires, a accueilli des milliers de réfugiés syriens et afghans. Beaucoup d'entre eux étaient musulmans. L'État supposait que l'intégration suivrait le même schéma que les vagues d'immigration précédentes polonaises, lituaniennes, nigérianes.
Mais l'islam n'est pas qu'une autre religion. C'est une identité politique, un système juridique, un cadre civilisationnel. Et lorsque vous importez des gens qui considèrent leur foi comme indissociable de leur politique, vous n'obtenez pas seulement de nouveaux citoyens. Vous obtenez de nouvelles circonscriptions. C'est là que réside le malaise, la classe politique irlandaise ne dispose d'aucune stratégie cohérente pour faire face à cette situation. La gauche, qui domine le gouvernement actuel, est tombée dans le même piège que ses homologues européens, assimiler l'antiracisme à un soutien sans réserve au multiculturalisme. Ils ont confondu l'opposition à l'islamophobie avec l'obligation d'ignorer les tensions très réelles qui surgissent lorsqu'un État laïque tente de s'accommoder d'une religion qui ne reconnaît pas la laïcité. Pendant ce temps, la droite, qui continue de trouver ses marques après des décennies de désert, se dirige vers le genre de populisme nativiste qui déchire déjà des pays comme la France et les Pays-Bas. Aucune des deux parties n'a de plan. Aucune des deux parties n'a de langage pour discuter de ce sujet sans sombrer dans le déni ou l'hystérie. Et c'est là que la communauté musulmane elle-même devient un joker. Les musulmans d'Irlande ne constituent pas un monolithe, mais ils sont de plus en plus organisés. Le Centre culturel islamique d'Irlande, basé à Clonskeagh et financé par le gouvernement saoudien, est la force dominante depuis des décennies. Mais ces dernières années, on a assisté à la montée en puissance de mosquées soutenues par la Turquie, de centres culturels iraniens et même d'une présence salafiste, petite mais bruyante. Ensuite, il y a les convertis des musulmans nés en Irlande qui, dans de nombreux cas, sont plus engagés politiquement que leurs homologues immigrés. Ils ne font pas que prier. Ils votent. Ils se présentent aux élections. Ils réclament de la nourriture halal dans les écoles, des salles de prière dans les universités et des exemptions aux lois qu'ils jugent non islamiques. Maintenant, imaginez que cela se passe au Daï. Un dété musulman, peut-être du Sinn Féin ou des Verts, présente un projet de loi visant à reconnaître les mariages islamiques dans la loi irlandaise. La gauche applaudit, y voyant une étape progressiste vers le multiculturalisme. La droite crie à la dérive de la charia. Le gouvernement, pris entre deux feux, essaie de diviser la différence, peut-être reconnaîtra-t-il certains mariages mais pas d'autres, peut-être imposera-t-il des conditions. Et ce faisant, ils aliènent tout le monde. Les musulmans se sentent trahis. Les laïcs se sentent menacés. L'extrême droite reçoit un nouveau cri de ralliement. Et l'establishment, comme d'habitude, semble faible et indécis. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. L'État irlandais a une longue histoire de cooptation des institutions religieuses pour maintenir le contrôle social. L'Église catholique a été, pendant des siècles, le bras de facto de l'État, dirigeant des écoles, des hôpitaux, des orphelinats et même des prisons. Lorsque le pouvoir de l'Église a diminué dans les années 1990, l'État ne savait plus que faire de lui-même. Elle s'est débattue, essayant de remplacer l'autorité morale par la bureaucratie, et a abouti à une société de plus en plus atomisée, de plus en plus laïque, mais aussi de plus en plus inquiète quant à sa propre identité. L'islam pourrait combler ce vide. Pas de la même manière que l'Église l'a fait, personne ne suggère que l'Irlande deviendra une république islamique, mais d'une manière qui donne à l'État un nouvel outil pour gérer sa population. Pensez-y. Si le gouvernement parvient à se positionner comme le protecteur des droits des musulmans, il gagnera une base électorale loyale. S'il peut servir d'intermédiaire entre les différentes factions islamiques, il devient indispensable. Et s'il peut utiliser la menace de l'extrémisme islamiste pour justifier la surveillance et le contrôle, il obtient une nouvelle excuse pour abandonner l'État sécuritaire. Il ne s'agit pas d'une dystopie farfelue. Cela se produit déjà dans d'autres régions d'Europe. En Belgique, l'État a financé des mosquées et des écoles islamiques pour contrer l'influence des imams soutenus par l'Arabie saoudite. En Allemagne, le gouvernement a tenté de créer un « islam allemand » libre de toute ingérence étrangère. En France, le gouvernement Macron a oscillé entre la répression des groupes islamistes et la cooptation des musulmans modérés pour contrer l'extrême droite. Aucune de ces stratégies n'a fonctionné parfaitement, mais elles ont tout en commun de considérer l'islam comme un problème politique à gérer, et non comme une communauté religieuse à intégrer. L'Irlande ne sera pas différente. La question est, qui va gérer cela? Le gouvernement actuel, dirigé par une coalition du Fine Gael, du Fianna Fáil et des Verts, est trop divisé pour proposer une vision cohérente.
Le Fine Gael s'accroche toujours à son identité néolibérale et pro-européenne, mais sa base vieillit et rétrécit. Le Fianna Fáil est un parti en quête d'un but, oscillant entre posture populiste et loyauté envers l'establishment. Les Verts sont trop petits et trop concentrés sur les questions climatiques pour orienter le débat. Et le Sinn Féin, qui pourrait être le plus grand bénéficiaire de ce chaos, essaie encore de trouver un moyen de séduire à la fois sa base ouvrière et ses nouveaux partisans, plus cosmopolites. Dans ce vide entre la communauté musulmane elle-même. Et c'est là que les dimensions géopolitiques commencent vraiment à prendre de l'importance. Si les musulmans d'Irlande s'alignent sur la Turquie, vous obtenez une communauté plus affirmée politiquement, plus disposée à défier l'État sur des questions telles que la politique étrangère et les libertés civiles. S'ils s'alignent sur l'Arabie saoudite, vous obtenez une communauté plus conservatrice et plus insulaire, moins intéressée par l'intégration et plus soucieuse de préserver ses propres traditions. S'ils s'alignent sur l'Iran, vous obtenez une communauté plus radicale, plus anti-occidentale et plus disposée à utiliser la confrontation comme tactique. Et s'ils s'alignent sur la Chine, vous obtenez une communauté plus pragmatique, plus axée sur les opportunités économiques et plus disposée à échanger sa loyauté politique contre des investissements. Bien entendu, les États-Unis tenteront de contrer cette situation. Ils financeront des groupes islamiques, modérés, ils feront pression sur le gouvernement irlandais pour qu'il réprime les mosquées, extrémistes, ils tenteront de coopter les dirigeants musulmans dans leur propre discours. Mais ça ne marchera pas. Les États-Unis ne comprennent pas la dynamique en jeu ici. Ils pensent encore en termes d'alliance de la guerre froide, entre les bons et les méchants. Ils ne réalisent pas qu'au XXIe siècle, le pouvoir n'est pas une question de contrôle. C'est une question d'influence. Et l'influence consiste à offrir quelque chose que l'autre partie ne peut pas refuser. La Chine comprend cela. La Russie comprend cela. Même la Turquie comprend cela. Les États-Unis? Pas tellement. Ils continueront à investir de l'argent pour résoudre le problème, continueront d'essayer d'acheter la loyauté, continueront de supposer que leur domination culturelle et économique suffira à maintenir l'Irlande dans le giron. Mais ce ne sera pas le cas. Parce que l'Irlande n'est pas seulement un allié des États-Unis. C'est un pays avec ses propres intérêts, sa propre histoire, ses propres contradictions. Et à l'heure actuelle, ces contradictions sont exploitées par des forces bien plus patientes, bien plus stratégiques et bien plus impitoyables que tout ce que les États-Unis peuvent rassembler. Alors que se passe-t-il ensuite? À court terme, nous assisterons à une plus grande fragmentation politique. L'extrême droite grandira, mais elle ne prendra pas le pouvoir pas encore. La gauche redoublera d'efforts dans sa rhétorique multiculturaliste, mais elle ne sera pas en mesure de réaliser une véritable intégration. La communauté musulmane continuera à s'exprimer, mais elle continuera également à se diviser selon des lignes sectaires et idéologiques. Et le gouvernement? Il continuera à se débrouiller, en espérant que quelque chose n'importe quoi se ferait un chemin. À moyen terme, vous assisterez au premier véritable test de la résilience politique de l'Irlande. Peut-être s'agit-il d'une attaque terroriste, peut-être d'un scandale majeur impliquant le financement étranger de mosquées, peut-être d'une affaire judiciaire très médiatisée impliquant la loi islamique. Quoi qu'il en soit, cela obligera le pays à admettre que ses anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Et lorsque cela se produira, les choix seront de s'adapter ou de se fracturer. À long terme, l'Irlande devra décider quel type de pays elle souhaite devenir. Une république laïque qui traite toutes les religions sur un pied d'égalité? Une démocratie chrétienne qui privilégie son identité historique? Une société multiculturelle où différentes communautés vivent côte à côte mais ne s'intègrent jamais véritablement? Ou quelque chose de complètement différent, quelque chose qui n'a jamais été essayé auparavant, quelque chose qui reflète les défis uniques d'une petite nation postcoloniale dans un monde multipolaire? Je ne connais pas la réponse. Mais je sais que l'ère de l'exception irlandaise est révolue. L'idée selon laquelle l'Irlande pourrait, d'une manière ou d'une autre, rester isolée des forces qui remodèlent le reste du monde a toujours été un fantasme. Et maintenant, alors que l'islam revient sur ses rivages, ce fantasme est révélé pour ce qu'il a toujours été, un mythe réconfortant. La question n'est plus de savoir si l'Irlande va changer. La question est de savoir comment. Et la réponse, je suppose, surprendra tout le monde.
Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le réengagement de l'Irlande envers l'islam ne se produit pas seulement dans l'abstrait, il est façonné par des forces très réelles et très délibérées, tant internes qu'externes. Et si vous voulez comprendre où tout cela nous mène, vous devez regarder au-delà des gros titres sur la construction de mosquées à Dublin ou des vidéos virales occasionnelles d'une femme voilée à Cork. Vous devez examiner la grande stratégie en jeu. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. L'Irlande n'est pas qu'un simple spectateur passif dans cette histoire. C'est un participant actif, qu'il s'en rende compte ou non. La neutralité du pays, ses liens historiques avec le monde musulman à travers sa diaspora, son statut de centre financier et technologique et ses relations de plus en plus tendues avec l'UE et les États-Unis, tous ces facteurs en font une cible privilégiée pour les opérations d'influence. Et à l'heure actuelle, de multiples acteurs s'affrontent pour façonner l'avenir islamique de l'Irlande. Il y a d'abord la Turquie. Sous Erdogan, Ankara a étendu de manière agressive son soft power à travers l'Europe, et l'Irlande ne fait pas exception. La Diyanet turque, l'autorité religieuse de l'État, finance depuis des années des mosquées et des centres culturels en Irlande. En 2019, la société éducative et culturelle irlando-turque a ouvert une nouvelle mosquée à Tallaght, Dublin, avec le soutien direct du gouvernement turc. Maintenant, pourquoi la Turquie se soucierait-elle de quelques milliers de musulmans en Irlande? Parce que le contrôle des institutions religieuses est un moyen de projeter son influence. La Turquie n'exporte pas seulement l'islam, elle exporte un type d'islam très spécifique, qui correspond à ses ambitions géopolitiques. Et dans un pays comme l'Irlande, où la communauté musulmane est encore petite et fragmentée, cette influence peut être démesurée. Et puis il y a le Golfe. L'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis ont tous été actifs en Irlande, même si leurs approches diffèrent. Les Saoudiens, malgré toutes leurs récentes tentatives de modération, ont toujours un long historique de financement des institutions salafistes. Dans les années 1990 et au début des années 2000, l'argent saoudien a afflué dans les mosquées irlandaises, apportant souvent une interprétation conservatrice et littérale de l'islam. Cette influence se fait encore sentir aujourd'hui, même si elle a été quelque peu diluée par les nouveaux arrivants. Le Qatar, en revanche, a adopté une approche plus subtile. Par l'intermédiaire de la Fondation Qatar et d'autres ONG, elle finance des programmes éducatifs, des dialogues interreligieux et même des initiatives sportives, tous conçus pour présenter le Qatar comme un visage moderne et progressiste de l'islam. Les Émirats Arabes Unis ont été le pays le plus stratégique, se concentrant sur les relations commerciales et les investissements. En 2017, le Fonds souverain des Émirats Arabes Unis, Mubadala, a investi 1 milliard d'euros dans la technologie et les infrastructures irlandaises. Ce genre d'argent achète l'accès, et l'accès achète l'influence. Et puis il y a l'Iran. Aujourd'hui, l'influence de l'Iran en Irlande est moindre, mais elle n'est pas négligeable. Le Centre culturel islamique d'Irlande, basé à Clonskeagh, Dublin, est accusé depuis longtemps d'avoir des liens avec le régime iranien. En 2018, le gouvernement irlandais a expulsé un haut diplomate iranien suite à des allégations d'espionnage. Mais la véritable influence de l'Iran ne réside pas dans les espions, mais dans l'idéologie. La communauté chiite d'Irlande, bien que plus petite que la majorité sunnite, est très organisée et profondément engagée. Et dans un pays où la population musulmane est encore en train de trouver sa place, même un petit groupe bien organisé peut jouer dans la cour des grands. Voilà un problème inconfortable, la communauté musulmane d'Irlande ne se contente pas de croître, elle est également contestée. Et l'État irlandais, malgré tous ses discours sur l'intégration et le multiculturalisme, n'a pas de véritable stratégie pour gérer cela. L'approche du gouvernement a été réactive et non proactive. Lorsqu'une controverse éclate, construction d'une mosquée dans un quartier majoritairement catholique, affaires judiciaires concernant le mariage islamique, protestations contre l'éducation LGBTQ+ dans les écoles musulmanes, l'État se démène pour réagir. Mais il n'existe pas de vision globale, ni de plan à long terme sur la manière dont la communauté islamique irlandaise devrait s'intégrer dans la société au sens large. Parlons maintenant des alternatives. Parce que l'Irlande a ici des choix, même si l'establishment ne veut pas l'admettre. La première alternative est le statut qui se débrouille, en espérant que la communauté musulmane parviendra à s'intégrer d'une manière ou d'une autre sans aucune orientation ou soutien réel. C'est la voie de moindre résistance,
et c'est celle avec laquelle le gouvernement semble le plus à l'aise. Mais c'est aussi le plus dangereux. Sans un cadre d'intégration clair, on obtient des sociétés parallèles, des communautés qui vivent côte à côte mais n'interagissent jamais véritablement. Il y a une radicalisation, aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. On assiste à une lente érosion de la cohésion sociale. Et à long terme, c'est une recette pour l'instabilité. La deuxième alternative est l'idée selon laquelle les musulmans irlandais devraient abandonner leur identité distincte et adopter pleinement la culture et les valeurs irlandaises. C'est l'approche privilégiée par l'extrême droite, mais elle est aussi discrètement soutenue par certains membres de l'establishment qui considèrent le multiculturalisme comme une expérience ratée. Le problème de cette approche est qu'elle est irréaliste. La communauté musulmane d'Irlande ne va nulle part. C'est en pleine croissance, c'est diversifié et c'est là pour rester. Essayer de forcer l'assimilation ne ferait qu'engendrer du ressentiment et pousser davantage de musulmans vers les marges. La troisième alternative est l'idée selon laquelle l'Irlande devrait accepter sa diversité religieuse croissante et créer une société dans laquelle différentes communautés peuvent coexister tout en préservant leurs identités distinctes. C'est l'approche privilégiée par la plupart des libéraux, mais elle n'est pas sans défi. Le pluralisme exige plus que de la simple tolérance, il exige un engagement actif. Cela signifie créer des espaces de dialogue, garantir que les voix musulmanes soient entendues dans la sphère publique et éliminer les obstacles structurels qui empêchent une pleine participation à la société irlandaise. Cela signifie également accepter que l'islam aura une présence réelle et tangible en Irlande, non seulement en tant que foi privée, mais en tant que force publique. La quatrième alternative consiste entièrement à réinventer l'identité irlandaise elle-même. L'Irlande a toujours été une nation de contradictions, un pays catholique avec une minorité protestante, un sujet colonial devenu puissance coloniale, un État neutre qui héberge des bases militaires américaines. La solution n'est peut-être pas d'imposer l'islam dans un cadre existant, mais d'en créer un nouveau. L'avenir de l'Irlande consiste peut-être à devenir une société véritablement post-nationale, où l'identité est fluide, où la religion est l'un des nombreux facteurs qui façonnent l'estime de soi d'une personne et où le rôle de l'État est de faciliter, et non de dicter, la façon dont les gens vivent leur vie. Mais voilà, aucune de ces alternatives ne fonctionnera à moins que l'Irlande ne fasse face à l'éléphant dans la pièce, le fait que sa classe politique n'est absolument pas préparée aux défis à venir. L'establishment irlandais part toujours du principe que le pays peut rester une société homogène à majorité catholique, sauf le nom. Cette hypothèse n'est plus tenable. La question est de savoir si les dirigeants irlandais s'adapteront ou s'ils s'accrocheront au passé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Laissez-moi vous laisser avec ceci. En 1916, l'Irlande était une colonie au bord de la Révolution. En 1922, il est devenu un État libre, mais profondément divisé par la guerre civile. En 1937, elle adopta une constitution qui consacrait l'enseignement social catholique comme fondement de l'État. En 1973, elle rejoint la Communauté économique européenne, s'engageant ainsi sur la voie de la sécularisation et de la mondialisation. Et en 2024, nous nous trouvons à un autre carrefour, celui où l'islam, pour la première fois depuis des siècles, est à nouveau une partie visible et bruyante de la vie irlandaise. Les choix que fera l'Irlande dans les décennies à venir détermineront si elle deviendra un modèle de pluralisme réussi ou un récit édifiant d'une intégration ratée. Et le reste de l'Europe sera attentif. Parce que si l'Irlande, avec tout son bagage historique et ses contradictions culturelles, parvient à trouver un moyen de faire en sorte que cela fonctionne, alors peut-être il y a aussi de l'espoir pour le reste du continent. Mais si ça échoue? Eh bien, disons simplement que les conséquences ne se limiteront pas à l'île d'Émeraude. Ils se répercuteront sur l'Atlantique, la Manche, la Méditerranée. Parce que dans un monde où les frontières sont poreuses et les identités fluides, aucun pays n'est une île, pas même l'Irlande.